Saga Storyfy présente Le Gobelin dans l'alcôve, écrit par Luc Didier-Jean, lu par Olivier Lovero. Les 100 félicités. La nuit avait depuis longtemps noyé le carmin des sables du désert oriental sous son voile obscur. Une traînée scintillante d'étoiles s'étirait au-dessus des dunes, d'ouest en est, et allait finalement mourir au-dessus de Sarkadam, en mêlant ses pâles scintillations aux lumières des tours de la cité. Le silence était à peine troublé par les battements d'ailes étouffés d'un rapace nocturne en quête d'une proie étourdie. L'oiseau se posa sur un rocher, puis s'éloigna en rase-motte vers les collines pierreuses qui dressaient leurs masses sombres à bonne distance. Quelques lézards filèrent entre deux dunes et un criquet émit une stridulation unique avant de prendre conscience de son intrépidité. Le silence retomba sur le désert. 30 pieds plus bas, deux hommes couraient comme des forcenés dans un couloir, risquant à chaque instant de se heurter le front à la voûte irrégulière. Les ténèbres étaient emplies d'un fracas indescriptible, qui couvrait jusqu'à leur hurlement de terreur, et pour ajouter à leur confusion, le sable couvrant le sol sur un bon pied d'épaisseur ralentissait dramatiquement leur course. La torche brandie par le premier fuyard semblait sur le point de s'éteindre dans l'air croupi. De fait, l'homme dépassa un couloir latéral sans le vouloir. « Drugache !» brailla le second fugitif. « C'est l'autre passage !» Mais le dénommé Drugache poursuivit sa course haletante, laissant son compagnon pétrifié de terreur au carrefour des deux couloirs. « Drugache, reviens, espèce de crétin !» Les grondements et les cris inarticulés se muèrent en hurlements sauvages. L'homme était maintenant seul dans les ténèbres. Il poussa un juron et fila dans la seconde galerie, les bras tendus en avant afin d'éviter de heurter un mur. Drugache était un âne. Non content d'avoir utilisé l'unique plan en leur possession pour allumer la torche, il avait arraché un bracelet du poignet de la courtisane embaumée dont ils avaient découvert la sépulture dans la première crypte. Pour n'importe quel membre de la confrérie, un distinguo évident pouvait être fait entre un prélèvement de richesse et un vol patenté, distinguo qui permettait d'obtenir la clémence du tribunal, le cas échéant. Un spectre hystérique n'avait certes pas forcément la clairvoyance des juges de Sarkadam, mais mieux valait mettre tous les atouts de son côté lorsque l'on pillait les tombes. En l'occurrence, ne jamais délester une momie de ses parures, sauf, bien entendu, si la valeur des dites parures justifiait le risque, ce qui n'était même pas le cas pour le bracelet en cuivre martelé de Drugache. Une lueur aveuglante envahit le couloir. L'homme fit volte-face juste à temps pour apercevoir une sorte d'aura d'un vert phosphorescent fulgurer dans le passage qu'avait emprunté Drugache. La forme spectrale mesurait bien 10 pieds de long, et elle paraissait poussée en avant par un vent de tempête grondant et ronflant. L'homme crut que son cœur allait s'arrêter de battre lorsque l'apparition se tourna brièvement dans sa direction, laissant apparaître un visage luminescent aux traits changeants. Mais l'instant d'après, elle s'éloignait avec la rapidité de l'éclair, et ses hurlements se muèrent en un sifflement insupportable. Un nuage de sable cingla le visage du fuyard. Le libérant de sa stupeur hypnotique, il se détourna et s'enfuit en toussant et en crachant, sans plus se préoccuper de percuter une paroi. Il s'étala de tout son long à plusieurs reprises, se relevant à chaque fois avec l'énergie du désespoir, jusqu'à ce qu'il heurte violemment un mur perpendiculaire au corridor. Il se retrouva assis sur le sable, des points lumineux scintillant devant les yeux, son crâne battant d'une douleur si forte qu'il lui sembla tout d'abord qu'il avait éclaté sous le choc comme une pastèque trop mûre. L'homme reprit lentement ses esprits.
Le silence régnait maintenant dans les catacombes, ce qui n'était finalement pas de très bon augure. Au ras du sol, une lueur blafarde était visible. Il se tortilla à travers l'étroite fissure ménagée dans le mur pour se retrouver au fond d'un puits antédiluvien, à l'endroit même en fait où ils étaient descendus la veille, son associé et lui-même. Le rond de ciel nocturne, découpé par la margelle des puits, était balafré d'un trait sombre, une branche soutenant la corde d'accès. L'homme empoigna celle-ci à 2 mains et grimpa sans délai. Il s'extirpa péniblement du puits pour se laisser tomber sur le dos à l'extérieur, le souffle court et les jambes flageolantes. Cette fois, il avait bien failli y rester. Décidément, les expériences mystiques étaient des épisodes pour le moins déplaisants. Il ne lui restait plus qu'à quitter de manière précipitée les dunes rouges du désert, sous lesquelles était sans doute ensevelie la dépouille de son associé, et à retourner gagner sa vie à Sarkadam, plus paisiblement, si ce n'est plus légalement. Les cryptes de la cité enfouie pouvaient bien se vider de leurs trésors sans lui. Il ne désirait pas risquer une nouvelle fois sa précieuse existence pour quelques babioles ayant jadis orné le poignet délicat d'une courtisane. L'homme se leva et, après une courte réflexion, récupéra sa corde avant de s'éloigner en direction de l'est. Il jetait régulièrement un coup d'œil derrière lui, et ce n'est que lorsqu'il passa derrière un groupe de collines basses, se plaçant hors de vue des environs du puits, qu'il commença à respirer plus librement. Une piste caillouteuse s'étirait au pied des collines, où une carriole était garée contre le talus. Le vieillard barbu qui somnolait à proximité bondit sur ses pieds lorsque le fuyard approcha. « Ah, Dawan, c'est toi? Où est Drugash ?» Le dénommé Dawan se contenta de sauter dans la carriole et de frapper le banc du plat de la main avec impatience. « Dépêche-toi, Susk! Il faut filer au plus vite! Allons, remue-toi !» Susk obéit en maugréant, et une fois assis à l'avant, encouragea les 2 ânes formant l'attelage en cinglant l'air au-dessus de leurs oreilles d'un habile coup de baguette. Les animaux émirent un braiement réprobateur et se mirent en marche, en manifestant leur mauvaise humeur par quelques ruades. « Plus vite !» Susk soupira, et après avoir vilipendé ses ânes rétifs, se tourna vers son passager. « Où est donc passé Drugash? Nous ne l'attendons pas, et nous étions censés faire le partage avant le transport. » Tu peux aller récupérer ta part au fond des catacombes. Drugash portait les quelques pièces d'argent que nous avons dénichées. Il y avait aussi un bracelet d'une certaine valeur d'un point de vue artistique, mais sa propriétaire a violemment signifié à Drugash son mécontentement. Il a été très désobligeant en le lui dérobant. Susk médita ces paroles quelques instants. « Il est mort ? » La dernière fois que je l'ai vu, il était encore bien vivant, mais je ne pense pas qu'il ait pesé bien lourd face à notre poursuivant. Il a raté le couloir de sortie. À mon avis, il est parti dans un cul-de-sac. C'est une nouvelle navrante. La confrérie va grincer des dents. Je préférerais ne pas y être mêlé. Tu descendras de ma charrette lorsque nous serons en vue des remparts, pour entrer dans Sarkadam à pied. Comme tu veux. Dawan s'étendit sur le dos, le regard tourné vers le ciel nocturne où une étoile filante traça une ligne incandescente fugace. Susk avait raison. Le vieil homme était plus ou moins à la retraite et n'avait plus de compte à rendre à la confrérie. Mais la compagnie de Dawan n'était pas recommandable en ce moment. Et la disparition de Drugash, un petit artisan bon payeur, n'allait pas arranger les choses. D'une manière ou d'une autre, on ajouterait une ligne à l'ardoise de Dawan, par ailleurs déjà bien garnie. « Le plan de l'ancienne cité était-il un faux ?» questionna Susk. « Même pas. Drugash a pris trop de risques, et ce crétin a même brûlé le parchemin. Il ne nous reste rien. »« Si je comprends bien, je vous ravitaille depuis plus d'1 semaine, toutes les nuits, pour finalement n'y avoir rien gagné d'autre que quelques ampoules. En tout cas,
Tu n'y as rien perdu d'autre que du pain sec, du fromage et de la bière éventée. Riche provende, tels étaient les termes de notre contrat, que tu n'as pas réellement rempli, si je puis me permettre. Drugache, quant à lui, y a laissé la vie, et j'ai dilapidé mes dernières richesses pour ce plan et le matériel de terrassement. Vous aurais-je nourri du meilleur vin, de kumquats confits, de nombrils de courtisanes et de viande fine, que le résultat aurait été équivalent. Au pire, ta panse trop remplie aurait-elle ralenti ta fuite, et tu tiendrais maintenant compagnie à cet infortuné Drugache. Le vieux Susque était généralement peu éloquent, mais Dawan dut admettre la justesse de sa remarque. Certes, concéda-t-il. Cependant, Drugache aurait encore fait bombance une dernière fois avant de trépasser. Susque grogna quelque chose d'inintelligible avant de retomber dans le silence. Cela convenait bien à Dawan, qui en profita pour passer mentalement en revue ses maigres biens, opération qu'il réalisa avec une célérité tristement significative. Outre ses vêtements élimés, il possédait une lame au tranchant émoussé pendant à son côté, dans une gaine en peau craquelée par l'usage. Dans sa besace, une demi-douzaine de lézards salés, secs, comme des noix de l'année précédente, côtoyaient une poignée de billes métalliques, une fronde, une dague, ainsi que diverses babioles sans valeur, et quelques pinces, clés et ustensiles destinés à des usages malhonnêtes. Sa bourse, qui avait ces derniers temps une fâcheuse propension à adopter l'épaisseur d'une limande, contenait en tout et pour tout 5 pièces de cuivre tachées de vert de gris, ainsi qu'un cristal coloré que Dawan espérait faire passer pour un fragment d'œil de roche à un commerçant crédule. Pas de quoi susciter l'enthousiasme, donc, et en fait à peine de quoi survivre quelques jours dans une frugalité excessive. Avec un soupir contrarié, il se tourna sur le côté et s'endormit malgré les chaos de la piste. L'antique cité de Sarkadam, dont les pseudopodes millénaires s'étiraient entre les sables carmins du désert oriental et les eaux calmes de la baie des Tortues, sortait lentement de sa torpeur nocturne. L'aube glissait sur les toits de la ville, sculptant une ombre démesurée à chaque cheminée, élevant une improbable armée de dragons et de griffons monstrueux au pied des girouettes. Les rayons obliques du soleil matinal irisaient d'un halo précieux les dômes de verre coiffant les tours innombrables et transmutaient par une savante alchimie le plomb gris des eaux du port en un argent éclatant. L'accès principal à la cité était la porte aquilonienne, qui s'ouvrait en une gigantesque gueule dans les remparts et étirait une langue trifide démesurée sous la forme de 3 pistes tracées dans la steppe, filant vers le Ponant, le Levant et le Septentrion. Arrivant par la voie de terre de l'Ouest, qui traversait la steppe jusqu'aux franges du désert, le vieux Susque arrêta sa carriole derrière un ultime chiasma rocheux dissimulant le lacet de la piste au guet des murailles de Sarkadam. Dawan récupéra sa besace et se changea à la hâte. Il enfila ses hautes bottes de cuir, des vêtements ocre et une longue cape grise. « Bonne chance !» grogna Susque lorsque son compagnon fut prêt. « Tu te sortiras de ce mauvais pas. Ton surnom d'Orvet n'est pas usurpé. Je gage que tu leur glisseras encore une fois entre les doigts, aussi insaisissable qu'un sarcadoum huilé. » Cet avis tranché était réconfortant, le vieillard ne s'exprimant la plupart du temps que par monosyllabes moroses, en se gardant bien d'émettre une opinion personnelle. « Aucun doute là-dessus !» l'assura Dawan, qui n'en était pourtant pas sûr. Ils se serrèrent gravement la main, et Dawan se mit en chemin vers la porte aquilonienne. Il marchait d'un pas vif, et sa cape grise, que soulevaient par intermittence les bourrasques du vent marin, lui donnait l'aspect singulier d'un échassier arpentant fiévreusement les laisses à la recherche de son déjeuner. La lumière matinale le tira rapidement de son humeur maussade. « Allons ! Cet épisode tragique devrait être rapidement oublié. Sa bourse était plate, certes, mais il ne manquait pas de ressources.
Ses capacités étaient nombreuses. Sa main était leste à soulager bourses et escarcelles. Son charme avait raison des cœurs féminins les plus réticents, et ses jambes agiles lui évitaient nombre de désagréments pouvant découler de ces deux occupations, qu'il pratiquait d'ailleurs avec un intérêt égal. Lorsqu'il atteignit l'ombre des murailles ocres de la cité, un convoi de plusieurs chariots bâchés, tirés par d'énormes mélitants de traits, s'était engagé sur le monumental pont-levis permettant de passer sous la voûte de la porte aquilonienne. Et Dawan s'assit sur une borne de pierre vétuste marquant le bord de la piste afin de laisser passer les mastodontes. Il observa distraitement les alentours. Sur les hautes murailles rongées par la poussière du désert, les chasseurs de Sarkadoum s'activaient. Les infortunés reptiles, sortes de petits orvets affublés de 3 paires de pattes, réagissaient pour la plupart avec une placide résignation, comme s'ils avaient vocation à finir dans un bain de friture, mais certains individus faisaient preuve d'une énergie étonnante et parvenaient à l'aide des ventouses ornant leurs pattes à se hisser sur le dos de leurs congénères et à sauter hors des filets. Cette scène était réconfortante. Si une bestiole scameuse et dépourvue d'esprit échappait aussi aisément à son destin, la fougue et l'astuce de Dawan le mettraient assurément à l'abri de lendemains trop sombres. Il se leva, s'épousta et passa rapidement sous l'arche des remparts pour pénétrer dans la cité de Sarkadam. C'était la veille de la première pleine lune d'été, au tout début du sextant solaire, date à laquelle le Kulfat de Sarkadam renouvelait le tiers de son harem suivant une tradition immémoriale. Ses sujets avaient coutume de festoyer lors de cette nuit, et les préparatifs de la fête allaient bon train. Les commerçants avaient installé pour l'occasion, en bordure, des chaussées de terre battue, des tables ployant sous les fruits, les tissus et les sacs d'épices. Dans les rues se bousculaient des battleurs, des jongleurs, des montreurs d'animaux, des acrobates et des colporteurs en tout genre, s'époumonnant pour capter l'attention des citoyens. Et même les aveugles, les stropias, les kudjats et autres mendiants, souffrant d'infirmités plus ou moins affectives, ne ménageaient pas leurs plaintes déchirantes, et le désir de les faire taire, tout autant que la pitié incitait les passants à jeter quelques piécettes dans leurs sébiles. Dawan s'engagea dans une enfilade de venelles étroites avant de bifurquer sur l'allée scintillante, dont la boucle le conduirait au marché. Les Kulfats successifs, désireux de marquer la cité de leur auguste empreinte, avaient entrepris des travaux herculéens, rivalisant de pompe dans la construction des statues qui bordaient l'avenue. Quelques années auparavant, lors de son apprentissage au collégium, Dawan avait suivi un cours intitulé « Prérogatives et faiblesse des puissants ». Les chroniques des Kulfats occupaient une place non négligeable dans ses leçons, et le professeur chargé des cours avait ainsi conclu son cycle, émaillé d'anecdotes dans lesquelles les Kulfats n'avaient généralement pas le beau rôle. La volonté du plus fort peut toujours être contrecarrée. 3 éléments majeurs peuvent ainsi lui tenir tête. Le destin, un caprice de la nature ou une femme. Permettez-moi, l'avait interrompu Dawan, mais il me semble que cette énumération ne nous laisse guère d'espoir quant à notre capacité à nous mesurer aux puissants. Effectivement, vous n'êtes ni un oracle, ni un magicien, ni une femme, pour ce qui m'est donné d'en juger. Encore que nombreux seraient praticiens qui pourraient succomber à votre jeunesse et à votre bonne mine. Les autres élèves gloussèrent, mais Dawan resta imperturbable. « Vous avez partiellement raison, Dawan, » poursuivit le professeur. « Aucun de vous n'étant actuellement capable de maîtriser le cours des 2 premiers éléments, je vous conseille fortement d'exploiter le 3e, si vous avez maille à partir avec des puissants. » « Comment cela ? » « Payez une courtisane, ou mieux, charmez-la, cela vous coûtera moins cher. Une fois qu'elle aura pénétré l'intimité de votre victime, toutes les actions seront envisageables suivant la situation. Collecte d'informations compromettantes,
subordination, meurtre, vol. Cela n'est guère moral, constata Dawan. Je ne pense pas que vous ayez envisagé un autre type de réponse à votre question, répondit mielleusement le professeur. L'aspect moral des choses n'est pas le principal de vos soucis, à ce que l'on m'a rapporté. Dawan se renfrogna, mais préféra tenir sa langue. Il avait certes plumé de nombreuses victimes au collégium, et son insolente chance au jeu de hasard pouvait au mieux être charitablement qualifiée de suspecte. Quelques mois après cette leçon, Dawan était contraint de quitter le collégium pour indiscipline et mauvais esprit. Mais il avait aujourd'hui encore à l'esprit les adages issus des prérogatives. L'époque où il entrevoyait pour lui-même un avenir de thaumaturge, de gouvernant ou de conseiller était révolue. Mais en ces temps difficiles, une fable morale démontrant que le pouvoir ou le statut social était somme toute relatif était diablement réconfortante. Lorsque Dawan atteignit la place du marché, une désagréable surprise l'attendait. Les gardes de la cité, qui se montraient habituellement plutôt discrets aux alentours du grand bazar, étaient aujourd'hui légion, postés à intervalles réguliers entre les étals et le bord de la place. Sans doute la date particulière expliquait-elle ce déploiement de force. Et une chose était certaine, il y aurait très peu de larcins commis aujourd'hui. Dawan, chagrin, alla jusqu'à la baraque d'un marchand de lézards frits, auquel il tendit à regret l'une de ses 5 pièces de cuivre. Son estomac lui rappelait impitoyablement qu'il était vide, et risquer une correction pour de la nourriture eût été trop mesquin. Il s'assit de même les dalles, morose, et mâchonna ses sarcadoums sans enthousiasme. L'orbite vide de la bestiole plantée à l'extrémité de la brochette semblait le fixer avec une morne résignation, et Dawan hocha la tête comme s'il venait d'y découvrir quelque vérité profonde. « Bah !» grommela-t-il. « Il semble qu'en fait rares sont ceux qui échappent à leur destin. » Tout en soulageant lentement la brochette, il inspecta les marchandises que proposaient les commerçants les plus proches. Des poudres d'épices variées, dont la fragrance irritante emplissait l'air, des gousses de méliflutier et des cosses de potamo déflagrants, des pièces de tissu ocre, bistre, prune ou carmin, unies ou frappées des armoiries de la cité, le lézard rampant sur la lune pleine. Un vendeur de sucre présentait plusieurs plateaux de pâtes de fruits, à l'intérieur desquels étaient enchâssés des sarcadoums confits, tels des grenouilles surprises par le gel dans leur mare. Tel autre proposait des coiffes extravagantes, ornées d'aigrettes, de crêtes et de fanfreluches auprès desquelles le costume d'apparat du roi des fées paraîtrait certainement d'un strict classicisme. Un camelot portait pendu à son cou un assortiment coloré de talismans métalliques. Les pièces rongées par les siècles étaient destinées à éloigner anathèmes, malédictions, infortunes et accessoirement capables de soulager les crises de goutte. Dawan fut tiré de ses pensées par l'apparition d'un individu qui s'était arrêté devant lui et qui l'observait. L'homme, un autochtone moustachu aux sourcils broussailleux, au menton anguleux et aux bajoux flasques, engagea la conversation d'un ton badin. « Le Coulfat te garde. Il me semble que tu ne partages pas la félicité qui est de règle aujourd'hui dans la ville. » « Le fait est que ma situation n'est guère brillante, » se plaignit Dawan. « Ma besace et ma bourse sont vides. Cependant, je me réjouis du bonheur du Coulfat et de ses sujets, » ajouta-t-il prudemment. L'attitude de son interlocuteur avait quelque chose de louche, et Dawan craignait d'être accusé d'absence d'enthousiasme, ou pire, l'homme hocha la tête d'un air navré. « C'est tout à ton honneur, et il est injuste que certains fassent bombance quand d'autres n'ont pas même de quoi satisfaire leur faim. Hélas, il nous faut chaque jour nous résigner à survivre frugalement et à nous contenter de peu, » dit Dawan, qui n'en pensait pas un mot. « C'est là en effet le lot du commun, mais le destin n'est pas immuable.
Peut-être saisiras-tu ta chance le jour des papiers d'or ?» ?»« De quoi s'agit-il » demanda Dawan, qui avait vaguement entendu parler de la chose. « Par le Kulfat, tu es ignorant des us de notre cité ?»« Pour être franc, je suis arrivé à Sarkadam il y a quelques mois, et je n'ai guère eu l'occasion de m'intéresser aux coutumes locales. »« Je vais t'instruire. Chaque année, à la date anniversaire de son accession au pouvoir, le seigneur de Sarkadam traverse la ville et sème derrière lui, selon son bon vouloir, des parchemins fermés par son sceau. Ceux qui parviennent à s'en saisir pourront prendre connaissance du contenu du parchemin en faisant sauter le sceau en présence du Kulfat lors des séances de justice. »« Et ce contenu » s'enquit Dawan. « Oh, une fantaisie du Kulfat. L'ordre de prendre le porteur du parchemin ou de le couvrir de richesses, c'est selon. » Voilà qui dénote un sens aigu de la hiérarchie. « Et quel raffinement !» s'enthousiasma son interlocuteur. « Songe que le Kulfat décide de la répartition du nombre de parchemins. On estime généralement que les ordres de pendaison sont majoritaires dans un rapport de 3 pour 1, mais ces proportions varient selon l'humeur de notre maître. Quoi qu'il en soit, les papiers d'or ne sont valables qu'une année, et les supputations vont bon train quant au nombre de parchemins bénéfiques restant à ouvrir. Qu'un malchanceux soit pendu, et de très nombreux possesseurs de parchemins se rueront à la séance de justice suivante, afin de connaître leur destin. » « Une logique assez primaire, » commenta Dawan. « Exactement, et qui entraîne des situations pour le moins burlesques. Prends Arien le Béat. Au cours de la même année, il a remporté une grande victoire navale, a eu 10 fils et a été guéri d'un eczéma chronique. Il a semé derrière lui 50 parchemins, ordonnant tous que fortune soit accordée à leurs porteurs. Figure-toi qu'un seul d'entre eux en a profité, les autres n'osant plus prendre de risques après lui. Sous le règne de Digimon le Pustuleux, par contre, « Ne te donne pas la peine de poursuivre » l'interrompit Dawan. « L'aspect aléatoire de cette technique d'enrichissement ne me sied guère. Pour tout dire, j'estime même la méthode plutôt vulgaire. »« J'aurais pourtant juré que tu n'étais pas homme à reculer devant le risque » remarqua le moustachu en jetant un coup d'œil appréciateur à Dawan. « Nous appartenons à la même confrérie, à ce qui me semble. Mais il est vrai que la vie est un bien plus précieux qu'une bourse pleine d'or. » Dawan jaugea l'allure de son interlocuteur. Il portait une cape de tissu souple, assez ample pour dissimuler des objets, mais pas au point de gêner les mouvements. De plus, sur sa hanche pendait un fin poignard, preuve supplémentaire de leur appartenance commune à la guilde. « Tout à fait !» renchérit Dawan. « Le risque ne me fait pas peur, mais je crains que nos employeurs ne m'estiment pas à ma juste valeur. On ne m'a proposé aucun contrat valable, et je dois me débrouiller par moi-même. » « Voilà qui est fâcheux. Pourtant, cette époque est propice au travail. J'aurais juré t'avoir aperçu en compagnie de Drugash il y a de cela 2 ou 3 jours. La confrérie ne vous avait-elle pas confié une tâche ?» Dawan glissa imperceptiblement la main le long de sa jambe, vers le poignard dissimulé dans sa botte. L'homme était sans conteste renseigné sur son compte. Avait-il été payé pour liquider ses créances auprès de la guilde? Ou pire, Dawan lui-même? « Nous avons échoué », admit laconiquement Dawan. « Drugash a pris des risques inconsidérés et l'a payé très cher. » L'homme hocha la tête, comme s'il était fortement préoccupé par cette nouvelle. « Nous devons nous serrer les coudes dans la confrérie. Aussi, vais-je te donner gracieusement un conseil précieux. Le temple des 100 félicités se dresse dans l'avenue des dieux, près de la porte de l'ouest. À l'intérieur du temple se trouve une fontaine où coule un vin d'une très bonne tenue. C'est l'une des prémices aux félicités vantées par ce temple. N'importe quel kidam se prétendant vaguement intéressé par le dogme y a accès. Tu pourras t'y rafraîchir le gosier, ce qui n'est déjà pas si mal. De plus, l'endroit regorge d'objets de culte d'une valeur marchande certaine. Tu les admireras sans être dérangé, car la plupart des gardes sont alités, suite à des libations excessives. Tu noteras en particulier un périapte de fort belle facture, d'or et de cinabre,
Il se trouve que Gruben, au long doigt, collectionne ce genre d'objets. Nul doute qu'il saura faire preuve de mansuétude à ton égard si d'aventure l'objet entrait en sa possession via ton intermédiaire. » Il conclut cette dernière remarque par un clin d'œil entendu, et Dawan hocha la tête. L'affaire semble intéressante par divers aspects, mais elle comporte certainement une donnée rédhibitoire, sans quoi tu serais toi-même en train de t'en occuper. Judicieuse remarque. Tout d'abord, je viens de me désaltérer d'une halle sans pareille, et je ne souhaite pas me déplacer pour une lampée de vin. Par ailleurs, ma bourse est pleine, et je ne me soucie guère du lendemain tant qu'il ne se rappelle pas à moi. De plus, je n'ai à combler aucune dette envers le guilde. Enfin, il existe bien évidemment le risque d'être surpris par un fidèle zélé. La panse bien pleine, je ne cours pas très vite. Ce n'est malheureusement pas mon cas. Quelques minuscules sarcadoums ne sont pas de nature à contrecarrer ma digestion et à m'indisposer. Alors n'hésite pas, mon ami. Si nous avons l'occasion de nous croiser à nouveau, tu me paieras une halle dans une bonne taverne. Nous serons quittes. Et si jamais Gruben t'a à la bonne, en fin de compte, je compte sur toi pour ne pas m'oublier s'il te propose un coup juteux. Mon nom est Maliko. » L'homme prit congé et s'éloigna dans la foule. La suggestion qu'il avait émise était vraisemblablement valable et dans une certaine mesure raisonnable. Dawan ouvrit subrepticement sa bourse et recompta avec fatalisme les piécettes qui la garnissaient. L'estomac noué, il se leva et épousseta sa cape. Il allait tout d'abord marcher jusqu'au temple des 100 félicités. Cela faciliterait la digestion des sarcadoums frits, lesquels étaient malgré tout très huileux. Arrivé là, il jugerait de l'opportunité et des risques d'un acte rémunérateur. Le dénommé Maliko était peut-être honnête. Dans le cas contraire, Dawan trouverait bien à le dénoncer au temple des 100 félicités ou à la guilde, suivant la tournure que prendraient les événements. Il quitta le bazar sans regret, car la vente des esclaves allait commencer, et le bagout racoleur des commerçants, ajouté aux cris pitoyables de leurs marchandises, était insupportable. Il s'engagea dans un dédale de ruelles plus ou moins malfamées, dans lesquelles il croisa 2 collègues qu'il salua d'un geste bref. L'avenue des Dieux traversait le centre de la cité d'est en ouest, brisant la symétrie ayant présidé à la construction de cette partie de la ville. Elle était bordée par une multitude de temples, rivalisant d'audace architecturale et d'ostentation, et il ne se passait pas une heure du jour ou de la nuit sans qu'elle ne soit le théâtre d'une procession ou d'un défilé d'actions de grâce, d'une querelle entre férus de théogonie ou d'une altercation opposant des intégristes zélés. Dawan ne fréquentait guère ces lieux, les temples ayant à leur service des gardes dont les motivations financières étaient souvent doublées de motivations religieuses, ce qui tendait à les rendre impitoyables. Il se renseigna discrètement sur la direction à prendre et parvint bientôt devant ce qui, au vu des fresques explicites qui en ornaient les murs, était sans aucun doute possible le temple des 100 félicités. La façade de ce bâtiment, surplombant une petite cour ouverte sur la rue, faisait fièrement étalage de colonnades, de corniches, de moulures rehaussées d'or, de pilastres cannelés et de cariatides aux poses lascives, jusqu'à une hauteur étonnante, où l'œil se perdait dans une multitude de flèches et de clochetons. Il se dégageait de l'ensemble une sensation plutôt prometteuse du point de vue de Dawan, mais une lourde porte métallique tempérait tout enthousiasme excessif. Sans doute était-elle bâclée de l'intérieur, puisque les gardes étaient absents. Quoique, les fidèles devaient être en mesure d'accéder au temple durant la journée. Dawan jeta un regard en coin aux quelques passants, puis traversa la petite place pavée d'ex-voto séparant le bâtiment de l'avenue, et sans plus d'hésitation, poussa la porte qui s'ouvrit sans résistance. Il s'engouffra dans la fraîcheur et la pénombre du temple, et repoussa les battants derrière lui. Tous les sens en éveil, il se glissa promptement derrière un pilier et observa les lieux.
Une lumière pourpre était chichement dispensée par quelques vitraux colorés et soulignait les courbes des sculptures hiératiques logées tout au long des parois. Le plafond s'élevait très haut, jusqu'à un point où se rejoignaient les sommets de multiples colonnes vrillées. De longues tentures cramoisies couvraient les murs, dans lesquels s'ouvraient des déambulatoires, des balcons et des loges, placés à des hauteurs variables et sans ordre apparent. À cette nef principale en était accolée une seconde, de dimension plus réduite. Dawan s'en approcha, en passant furtivement derrière les piliers. Il s'aperçut alors qu'au centre de cette immense salle se trouvait une fontaine. Il distinguait nettement un filet de liquide carmin s'écoulant des bouches jointes de 2 vouivres de bronze qui trônaient au-dessus d'un petit bassin. Bien, jusque-là, les renseignements dispensés par Maliko se révélaient exacts. Il continua sa progression en direction de la seconde nef. Divers objets y étaient entreposés et leurs reflets brillants étaient tout à fait attirants. Une courte volée d'escalier le mena à la fontaine où il s'assit sur la margelle. À en juger par sa couleur et son odeur, le liquide incarnat qui remplissait le petit bassin était divin. Dawan y plongea distraitement la main en observant les ombres du transept. Des statuettes rutilantes étaient postées à droite et à gauche, alignées et alléchantes comme des petits pains sur l'étal d'un boulanger. Trop alléchantes, songea Dawan, saisi d'un doute subit. Ce sentiment irraisonné se trouva matérialisé par le glissement furtif d'une ombre, à la limite de son champ de vision. Il fit volte-face, soudain plus préoccupé par son intégrité physique que par la légèreté de sa bourse. Une deuxième forme se tenait près de la porte, en retrait derrière une colonne. Dawan n'hésita pas une seconde. Il s'éloigna de la fontaine, bien décidé à damer le pion à d'éventuels gardiens. Il marcha vers la sortie en modifiant à peine son allure. Jusqu'à présent, il n'avait commis aucun acte répréhensible, même s'il était clair que sa présence dans cette bâtisse n'était pas motivée par la prière fervente ou la contemplation méditative. En face de lui, descendant les escaliers à sa rencontre, apparurent 2 individus menaçants, dont la carrure indiquait qu'ils n'avaient pas le simple statut de turiféraires. De plus, des bruits de pas confirmèrent à Dawan qu'il était suivi. Peste! La célérité risquait d'être insuffisante. Il contourna un haut pilastre et s'assit nonchalamment sur le banc placé à sa base, adoptant un air dégagé. Une voix tonna derrière lui. « Nous te tenons, vaurien! N'oppose aucune résistance, sinon il t'en coûtera. » Dawan feignit la surprise, sans faire mine de vouloir recourir à quelque action désespérée. « Que se passe-t-il? Seriez-vous à la recherche de quelqu'un ?» Les gardes se saisirent de lui sans ménagement, malgré ses cris. « Mais que faites-vous? C'est certainement une erreur. Je n'ai rien fait de mal. Lâchez-moi! À l'aide !» Un homme, drapé d'une robe pourpre, au visage et au crâne entièrement épilés et tatoué d'incarnat, accompagnait les gardes. Il gifla d'importance Dawan pour le faire taire, mais celui-ci redoubla de protestations. On le traîna à travers la nef jusqu'à une pièce jouxtant le déambulatoire, au sol couvert d'épais tapis et aux murs ornés de scènes émoustillantes. « Vas-tu te taire ?» gronda le prêtre. « Tu troubles la quiétude de notre temple. Tu vas mécontenter Chikral. »« Je me tairai lorsque vos sbires cesseront de me maltraiter, » clama Dawan. « Je souhaitais simplement obtenir certains renseignements relatifs à votre... Que faites-vous? Arrêtez !» L'homme avait ouvert le sac de Dawan, malgré les protestations de celui-ci, et il en tira une pince ainsi que 2 tiges de métal. « Tu exerces ta curiosité avec d'étranges outils. La vérité est que tu t'apprêtais à chaparder des objets de valeur. Tu connais le châtiment qui t'attend. » Dawan ne savait que trop qu'un voleur surpris dans l'un des temples de la cité était abandonné au bon vouloir des prêtres.
dont la sentence était généralement disproportionnée. Il risquait, selon toute vraisemblance, d'être utilisé comme esclave, après qu'on lui ait fait subir certains traitements visant à neutraliser sa malardeur et sa combativité. « Je n'ai rien volé !» se défendit-il. « Vous ne pouvez m'accuser d'aucun délit. Admonestez-vous ainsi tous les voyageurs innocents qui pénètrent dans votre temple ? Je suis entré poussé par un désir bien légitime d'en apprendre plus sur les félicités vantées par votre ordre. Est-ce un crime ? Tu as souillé la fontaine anti-abreuvant. Seules les jeunes vierges sont autorisées à s'y désaltérer et s'y baigner, car son nectar vermeil exacerbe beauté et sentiment. La fille que notre ordre va offrir au Kulfat devait y faire ses ablutions, et j'imagine que notre commandeur à tous serait passablement mécontent d'apprendre qu'un manant a contrarié la toilette de sa promise. On m'a dit que cette fontaine était accessible pour tout un chacun, protesta Dawan. C'est un dénommé Maliko, apparemment un membre de la guilde, qui m'en a vanté les bienfaits. C'est vrai, en temps normal, mais pas dans le premier quart du sextant solaire, ainsi que le précisent toutes les affiches placardées sur les portes. La clarté de nos règles n'a d'égal que la sévérité avec laquelle nous punissons ceux qui les enfreignent. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas bu ce vin. J'y ai à peine trempé la main afin d'en humer l'arôme, mais je n'y ai pas goûté. Ces propos parurent ébranler l'aplomb du prêtre, qui plissa ses yeux chafouins en une mimique de déplaisir. Il avança son long nez devant le visage de son prisonnier, en maintenant celui-ci par les cheveux. Dawan s'égosilla quelques secondes, tant son tortionnaire le maltraitait, et finalement, ce dernier relâcha sa prise. « C'est vrai, » constata-t-il avec un certain dépit dans la voix. « Ton haleine est chargée de mauvaise graisse de friture, mais pas de vin. »« Exactement. J'ai tendance à être d'un ascétisme prudent dans ce genre de situation. » Le prêtre hocha la tête, en proie visiblement à une réflexion intense. « Je me demande, » commença-t-il, « se pourrait-il que notre rencontre soit en fin de compte source de profit pour toi comme pour nous ? » « Je ne vois pas ce que vous voulez dire par là, » avoua Dawan en lissant d'une main ses vêtements froissés au cours de la rixe. « C'est très simple. Je suis à la recherche d'un homme de main ayant une certaine trempe et de l'expérience dans le domaine des besognes sensibles. Ton équipement semble indiquer que tu es l'homme de la situation, capable d'accepter un travail difficile pour peu qu'on lui propose des conditions avantageuses. »« C'est possible, » admit Dawan avec méfiance. « Cela dépend en grande partie de votre définition du terme « avantageux ». Disons que les émoluments couvrent largement les risques encourus. Une définition à laquelle je souscris avec enthousiasme. Dans ce cas, passons dans les quartiers privés du temple, afin d'y discuter tout à notre aise. Le prêtre l'invita à le suivre. Ils passèrent dans la petite nef, où Dawan jeta un coup d'œil furtif aux objets qui s'y trouvaient disposés. La lueur vacillante de bougies flottant sur l'eau d'un bassin de marbre se reflétait sur l'or de divers instruments aux finalités indéfinissables. Des statuettes de pierre semi-précieuses étaient alignées dans des niches tout au long du mur. Cette armée de faunes et de satyres aux poses diverses semblait surveiller d'un œil bienveillant le centre de la nef, où s'érigeait la statue d'un homme généreusement doté par la nature. Dawan, pour autant qu'il puisse en juger à cette distance, estima que ce monument à la virilité était d'or et de vermeil, et pesait certainement plusieurs quintaux. Sa naïveté lui tira un sourire contraint. Un temple renfermant de telles richesses devait grouiller d'hommes d'armes et de gardes. Le prêtre le conduisit dans un dédale de couloirs richement pavés de mosaïques, déclinant tous les tons de bleu, et où flottait un parfum douceâtre d'ambre et de musc. Finalement, il congédia d'un geste un serviteur posté devant une porte massive, et ils pénétrèrent dans un cabinet de travail aux dimensions impressionnantes. Les tapis de laine teinte laissaient deviner par endroits un sol dallé de marbre gris et bleu, tandis que les murs étaient pour la plupart couverts par les ouvrages d'une imposante bibliothèque.
Sur la droite s'ouvrait une alcôve dans laquelle on pouvait deviner la présence d'un bassin dans lequel coulait un mince filet d'eau, ainsi que d'une couche dont la taille et les ornements laissaient supposer que le prêtre y trouvait un délassement autre que celui du sommeil. Dawan supputait déjà ses chances d'amnonester son hôte, de le soulager de quelques biens et de lui fausser compagnie par l'une des lucarnes s'ouvrant au-dessus des rayons de la bibliothèque, lorsqu'il s'aperçut de la présence de 2 gardes parfaitement immobiles, postés près de l'alcôve. Dawan se mordit les lèvres de dépit. Il allait vraisemblablement devoir composer avec cet illuminé au crâne de porcelet. Le prêtre passa dans l'alcôve et en ressortit quelques instants plus tard avec une fiole emplie d'un liquide orangé et un verre de cristal finement ciselé. « Je te prie de m'excuser pour ma réaction intempestive et te propose de faire table rase du léger différend nous ayant opposés. Ce Maliko devrait être plus prudent dans ses affirmations, voilà tout. Concentrons-nous sur la mission que le Temple des 100 Félicités va te confier. Désires-tu un cordial? Pour ma part, mes fonctions m'interdisent de boire, même si celui-ci est peu alcoolisé, mais j'ai toujours un flacon entamé pour mes visiteuses, qui ne manquent pas de s'extasier sur sa qualité. Mais juge plutôt par toi-même. » Il versa le liquide sirupeux dans l'un des verres et pour lui-même emplit une coupe à la fontaine du petit bassin. Dawan reconnut la fragrance extraordinaire de l'exudat de baie de Dulcebuc, tel qu'on pouvait en trouver dans les parties les plus reculées du désert. Leur alcool était extrêmement tonifiant et était vendu à un prix exorbitant sur le marché de Sarkadam. « Voici sans doute l'une des félicités vantées par votre ordre, » commenta Dawan, en sirotant du bout des lèvres. « Cependant, je note une légère amertume. Vous devriez changer de fournisseur. » Le prêtre tiqua à cette remarque critique, mais convia d'un geste agacé Dawan à vider rapidement son verre. Puis il se dirigea vers une carte fixée contre la bibliothèque et invita Dawan à y jeter un coup d'œil. « Voici une carte de cette partie du monde, anciennement connue sous la dénomination de Royaume d'Erewhon, telle qu'elle a été dressée par Yurin l'illusionniste au cours de ses périples. Sarkadam est située ici, et là, Skirm, Taurus. La ville morte de Luchin s'y trouve encore indiquée, alors que les grands dragons l'ont rasée depuis des éons, et le désert de cristal est dénommé Plaine de Verbois, remarqua Dawan. Le travail du cartographe date, à ce qu'il me semble, et ses indications sont quelque peu erronées. « Qu'importe !» s'exclama le prêtre. « Nous ne sommes pas ici pour discuter géographie. Sache simplement que mon ordre, possédé dans cette région, » son doigt se posa sur un point situé à la limite supérieure de la carte, « un temple gigantesque, creusé dans les entrailles d'une montagne. De nombreuses richesses y étaient entreposées, et notre congrégation s'enorgueillissait d'y avoir rassemblé les plus beaux jeunes hommes et les plus belles jeunes filles. Malheureusement, un grand ver volant a eu vent de notre félicité, et après de rudes combats, a pris possession des lieux. »« Un dragon ?» s'étonna Dawan. « Je pensais que leur race était éteinte depuis belle lurette. »« Que nenni !»« Quoi qu'il en soit, nous voulons reprendre nos biens. Nous avons financé une expédition il y a de cela plusieurs années. Un groupe qui se prétendait hautement qualifié et avec une certaine expérience pour ce genre de mission. Qualifié, un ramassis de nains ivrognes, un magicien gâteux et une espèce de lutin couard aux pieds poilus comme un lapin de Garenne. Bref, on ne les a jamais revus. Mais je m'éloigne de notre affaire. »« Vous voulez m'envoyer me faire rôtir par un dragon ?» s'étrangla Dawan. « Je refuse catégoriquement. Avez-vous perdu l'esprit? Des armées entières ont été jadis grillées par ces démons. À ce que l'on dit, et ce n'est pas... » « Du calme, » l'interrompit le prêtre. « T'envoyer combattre un dragon? Ha ha !» Il éclata d'un rire octant et lui tapa sur l'épaule en un geste de commisération. « Mon pauvre ami, on tient à sa vie de malandrin, semble-t-il. Non, laisse-moi poursuivre. Tu ne seras en aucun cas chargé de défier le monstre,
nous réservons cette mission à des personnes d'une autre trempe. Cependant, la méthode qui nous paraît la plus appropriée est la suivante. Affronter le dragon en plein ciel, où il est plus aisé d'éviter son souffle enflammé grâce à une dimension de fuite supplémentaire. Cela nécessite de valeureux guerriers, mais surtout des montures adéquates. Des unicornes seraient idéales, si toutefois nous parvenons à nous en procurer. Et ma part du marché serait la capture d'un unicorne ? Demanda Dawan, quelque peu atteint dans son amour-propre par les remarques blessantes de son interlocuteur. Non, non. Tu devras nous apporter le matériel nécessaire à la confection d'une corde susceptible de maîtriser l'impétuosité de ces fougueux animaux. Sans doute as-tu entendu dire qu'un tel objet doit être tressé avec des cheveux de vierge pour capturer des licornes. Dans le cas des unicornes, ce sont simplement la beauté et le charisme de la femme dont on s'approprie les accessoires pileux qui entrent en jeu. Un démon inférieur dont nous nous sommes assurés les services moyennant le sacrifice de 666 volailles nous a dressé la liste d'une centaine de femmes le plus à même de nous fournir des cheveux adéquats. Tu devras t'occuper de 10 d'entre elles. « Quoi ?» s'exclama Dawan. « Enlever leur parure à d'innocentes créatures ? C'est infâme !»« De quel point de vue ? Leurs cheveux repousseront, et après tout, c'est pour une noble cause. Si la cause est réellement juste, pourquoi ne pas aller vous-même demander leur scalp à ces dames ? Je suis certain qu'elles vous l'offriraient avec joie. Il ne s'agit que de cheveux. De plus, nous sommes pleinement conscients que pour bien des personnes, malheureusement, le bien-être personnel et l'apparence physique passent avant des buts et des motifs communs plus grands. Il te faudra certes forcer quelque peu la main de ces femmes, mais elles auront en fin de compte participé à une œuvre aux finalités élevées. Bien malgré elles, et pour ma part, je refuse tout net un travail aussi avilissant. Trouvez autre chose. Je pourrais par exemple monter la garde auprès des vierges du temple, ou recenser les objets du culte ayant une certaine valeur. Il m'a semblé qu'il régnait un certain désordre dans vos murs. Trêve de balivernes. Tu m'échauffes les oreilles avec tes sottises. Tu exécuteras cette besogne avec zèle et diligence, ou tu mourras. Dawan nota avec inquiétude le changement brutal de ton du prêtre. Prenez garde, ne me menacez pas. Si je venais à disparaître, la guilde apprendrait très rapidement ce qui s'est passé, et cela pourrait vous coûter cher. J'en doute. Mais qui parle de te faire disparaître ? Tu mourras tranquillement, dans quelques jours, loin de notre temple. Le cordial que tu as absorbé avec un empressement méprisable était empoisonné. Et son antidote sera la récompense que te vaudront les menus services que je t'ai demandés. Note que le vin de la fontaine était lui aussi empoisonné et que nous aurions gagné de précieuses minutes si tu l'avais bu, au lieu de tergiverser et de louvoyer comme un sarcadoum devant une mangouste. Dawan ouvrit des yeux ronds, comprenant soudain l'apparente amabilité dont avait tout d'abord fait preuve le prêtre. Comme il avait été naïf d'absorber cette boisson. Il sentit la fureur monter en lui et il bafouilla de rage. « C'est ignoble. Nous devions conclure un marché. Vous avez abusé de ma confiance et de ma crédulité, et vous m'avez empoisonné en prétendant me servir le vin de vos maîtresses. » Le prêtre fit un geste discret à l'adresse des gardes, qui s'approchèrent subrepticement pour parer à un éventuel acte désespéré du prisonnier. « Allons, du calme. Je ne t'ai pas menti. Tu as bien bu la liqueur habituellement réservée à mes invités. Mais dans leur cas, la dose est plus forte. Lorsqu'elles ont perdu leur innocence avec moi, elles ne m'intéressent plus guère. Ceci dit, j'admets volontiers que la technique choisie pour m'assurer ta loyauté est assez grossière. J'ai un instant hésité à t'implanter un vigilant dans les viscères, mais il aurait tout d'abord fallu lui inculquer les tenants et aboutissants de la mission, et de plus, ces bestioles peuvent s'avérer pleines d'ambitions égoïstes. J'ai ouï dire qu'un magicien peu précautionneux en a fait les frais et n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention d'un astucieux serviteur.
Vous êtes plus vil et retors qu'un serpent. Explosa Dawan. Pas de compliments hâtifs. Laisse-moi terminer. Tu as avalé une quantité de poison qui devrait te permettre de vivre normalement une vingtaine de jours. Ensuite, divers effets se feront sentir. Tu souffriras de troubles grandissants et tu mourras finalement dans 30 jours, à dater d'aujourd'hui. Vas-tu coopérer ou préfères-tu t'en aller? Entre nous, chaque instant perdu en de stériles récriminations et jérémiades raccourcit d'autant tes. D'accord, j'accepte, l'interrompit Dawan, qui parvenait à grand-peine à maîtriser son désir d'étrangler le prêtre. Te voilà devenu raisonnable. Bien. Écoute maintenant avec attention ce que je vais te dire. Tu ne dois parler à personne du but que tu poursuis, et surtout pas à celles que tu soulageras de leur chevelure. Si quiconque venait à apprendre quoi que ce soit à ce sujet, je ne garantirai plus de mes bonnes dispositions quant à l'administration de l'antidote. Cette affaire mettrait en évidence une certaine faiblesse de notre ordre et pourrait nous causer préjudice. Par contre, tu es autorisé à abuser de tes victimes ou à les dépouiller de leurs biens. Cela brouillera les pistes. Je n'aurai pas le cœur à les déposséder d'autre chose, grogna Dawan. Ne fais pas le délicat. Je sais qu'une fois passé à l'action et placé en situation favorable à l'assouvissement de tes instincts, tu montreras moins de scrupules. Dawan secoua dignement la tête en signe de négation et demanda. « Et quelle sera ma récompense? Il me semble que vous ne m'offrez rien de concret. » « Et ta vie, n'est-ce pas le bien le plus précieux qui puisse être? » »« Soit, concéda Dawan. Mais vous ne faites là que me rendre le bien que vous avez ignominieusement hypothéqué. J'exige de connaître la formule du poison que j'ai ingéré. Par ailleurs, il me faut 500 pièces d'or pour mes frais initiaux, une monture et une nouvelle épée. J'ai entendu dire que certaines congrégations religieuses ont en leur possession des lames magiques, et une telle arme ne serait pas de trop pour mener à bien ma mission. Une épée vorpale, ou suceuse d'âme peut-être, l'aide d'un démon, même mineur. Le prêtre poussa un cri strident. « Ha! Es-tu fou? Tu auras 10 pièces d'or, ma bénédiction par-dessus, et estime-toi heureux. » 10 pièces? Je pourrais à peine payer la traversée du golfe des tortues. J'ai crapahuté dans maintes donjons, et l'expérience confirme qu'une préparation traitée par-dessus la jambe assure l'échec d'une telle entreprise. De plus, au vu des statues en or qui ornent la nef, vous avez largement de quoi me mettre à l'abri des faux frais. 400 pièces, une lettre de crédit, un cheval et tout le matériel de base. Vêtements, lanternes, pinces. Crétin! Si nos statues étaient en or massif et non pas recouvertes de feuilles d'or des fous, nous pourrions nous payer les services de mercenaires expérimentés. Et n'oublie pas que ton sort est entre nos mains. Réciproquement, votre avenir dépend clairement de ma réussite. Je doute pour ma part que des hommes de main prêts à accepter une mission aussi vile et hasardeuse courent les rues. Aussi serait-il sage d'accéder aux menues revendications que je vous ai exposées. Ils négocièrent âprement et longuement en se chamaillant comme des marchands du grand bazar, chacun accordant à tour de rôle des concessions insignifiantes. Enfin, Dawan reçut une bourse contenant 100 pièces d'or, ainsi qu'une épée dont la lame, au dire du prêtre, ne s'usait pas. Il se vit aussi confier une noix finement sculptée, sur la coquille de laquelle s'enroulaient des volutes compliquées. « C'est un esprit des noix, » expliqua le prêtre. « Il est enfermé là-dedans et répondra à toutes les questions que tu jugeras utile de lui poser. Secoue simplement la noix pour l'appeler. Toutefois, n'abuse pas de ses services et ne sois point discourtois à son égard. Il n'est lié par aucun pacte l'obligeant à te servir et agira plus ou moins à sa guise. Maintenant, signe ceci. » Il tendit à Dawan une reconnaissance de dette portant sur les objets qui lui avaient été confiés, ce qui entraîna une nouvelle querelle. En fin de compte, Dawan apposa sa marque au bas du document. « Quelle idée stupide, puisque ma vie est entre vos mains. Comment pourrais-je oser tenter de vous voler les babioles que vous m'avez prêtées? Mais tout de même, 1000 pièces d'or pour un esprit capricieux, c'est une aberration.
Le bénévolat me laisse dubitatif, et je suis certain... » « Silence !» gronda le prêtre. Il entend tout, et il ne serait pas sage de l'indisposer avant même de quitter cette pièce. Tiens, prends ceci. C'est la liste des femmes. Et souviens-toi, pas un mot de tout ceci. Dawan jeta un coup d'œil sur le parchemin manuscrit et s'indigna. « Quoi? Ishrimielt de Skirm? Zedrel Zerundel du bois de Tangrave? Et je ne connais même pas les autres lieux. Jamais je ne pourrai mener toute cette mascarade à bien en 20 jours. Ne sois pas vétilleux. Tu en es capable, pour autant que tu perdes cette détestable manie de geindre à la moindre occasion. Allez, oust! 20 jours avant les troubles et 30 avant la mort. » Dawan protesta, mais les deux gardes l'empoignèrent et, sur un ordre de leur maître, le reconduisirent manu militari jusqu'à l'estrade du temple. Ils le projetèrent sans ménagement sur la place et refermèrent la porte derrière lui. Quelques fidèles, occupés à allumer des cierges bifides afin d'appuyer leurs requêtes intimes auprès de Chikral, le dieu hermaphrodite, lui lancèrent des regards curieux. Dawan reprit l'équilibre et traversa la cour d'un air détaché. L'avenue grouillait d'une foule affairée, portant offrandes et sacrifices, récitant des prières ou chantant des actions de grâce. Dawan était fort mécontent de la tournure des événements. Il leva un poing vengeur en direction du temple des 100 félicités, puis tourna les talons et s'éloigna dignement. Devant les lieux de culte, une multitude de flambeaux avait été allumés afin de créer une ambiance propice à la dévotion. Sur le parvis de Leusotus, le dieu renard, les sacrifices de volailles allaient bon train, tandis que les adeptes de Baha, duc de la voûte céleste, projetaient vers le ciel des rondelles d'argile qu'un ingénieux dispositif de fentes et de lamelles faisait striduler de manière insupportable. Devant l'immense bâtisse blanche abritant l'ordre des préceptes nitessants, une foule d'individus aux gestes désordonnés tentait de s'assurer une place confortable dans l'au-delà, en cherchant à appliquer le 12e précepte. Ce précepte comprenait une suite très complexe de mouvements, génuflexion, sauts extatiques et poses difficiles, et devait être répété sans erreur 2 jours et 2 nuits durant. Dawan avait tenté jadis, par curiosité et désœuvrement, d'appliquer le second précepte, prétendant que quiconque parvenait à coordonner ses fonctions réflexes pendant 7 jours consécutifs obtenait sans coup férir une place dans le paradis spirituel de son choix. En pratique, il s'agissait d'effectuer autant de respirations que de clignements de paupières au cours de la journée, et l'expérience de Dawan avait avorté vers l'heure du repas, principalement à cause d'une quinte de toux due à une trop grosse bouchée. Dans les circonstances présentes plus encore qu'à l'habitude, la bruyante ferveur des fidèles l'agaçait profondément. Aussi, obligua-t-il dans une ruelle transversale pour quitter l'avenue des dieux. Tout en marchant, il fit le point sur sa situation. Il avait en poche assez d'or pour vivre dans l'opulence pendant plusieurs mois, si toutefois il ne trépassait pas prématurément. Il serait sage d'engager la moitié de sa fortune auprès d'un rebouteux ou d'un guérisseur capable de diagnostiquer d'une manière ou d'une autre la nature du poison et d'en formuler l'antidote. Ensuite, il se ferait discret le temps que les fidèles de Chikral l'oublient. Allons, Dawan ne se targuait pas d'une finesse et d'une roublardise inégalables sans raison. Il parviendrait finalement à tirer parti de cette situation et le responsable de cette traîtrise serait châtié sans pitié. Dawan se prit à siffloter et bifurqua dans la pavée du troll qui menait jusqu'à l'auberge de l'Orvet bleu. La ruelle avait reçu cette désignation après qu'un magicien maladroit eut invoqué un gigantesque troll des monts Krikork dans son salon, sans précaution particulière. À la vérité, le thaumaturge souhaitait invoquer une nymphe sylvestre afin de vérifier certaines affirmations relatives à l'espièglerie de ces créatures. Une certaine fébrilité l'habitait au moment de préparer la conjuration,
et il avait malencontreusement imprimé dans son esprit la ligne de runes destinée à l'invocation d'un troll des montagnes, la pauvreté relative de son livre de conjuration expliquant la désastreuse proximité alphabétique du troll et de la nymphe. Le malheureux magicien avait été réduit en charpie avant que les gardes de la ville ne viennent à bout du monstre. Dawan arriva en vue de l'Orvet bleu. L'auberge était une splendide bâtisse de pierres blanches du désert et de bois semi-précieux, entourée d'un jardinet où croissaient d'innombrables plantes aromatiques. Dans le pignon s'ouvraient une vingtaine de fenêtres ovales, aux linteaux sculptés dans des blocs de stuc et aux vitres de verre rouge ou jaune, qui définissaient autant de chambres destinées aux marchands et aux voyageurs fortunés. Devant l'auberge étaient disposées des tables basses et des tapis, où à toute heure de la journée, l'on pouvait trouver quelques clients mangeant délicatement des sorbets d'une glace bleue, issue d'un lointain glacier et recouverte d'alcool de rose ou de sirop de fruits. Le nom d'Orvet bleu avait une histoire. Au cours d'une course de Serpenteau, les paris avaient grimpé et l'heureux gagnant avait remporté l'édifice qu'il s'était empressé de rebaptiser, d'après le surnom de son champion, un étrange Orvet bleu d'une vivacité surprenante. Il s'avérait que l'Orvet était en fait un véloce vipérin du désert, maquillé par une habile mutilation et un peu de teinture bleue. Le tricheur fut plus tard démasqué et châtié, puisque son protégé lui infligea une morsure fatale, mais l'auberge conserva son appellation. Dawan poussa la porte de l'établissement avec une hâte bien excusable. Il avait grand faim, car quelques sarcadoum frits étaient une bien piètre collation pour toute une journée. L'intérieur de l'Orvet bleu était en parfaite adéquation avec son aspect extérieur. De riches tentures couvraient les murs, et des tables basses de bois finement ouvragées étaient entourées de coussins multicolores ou d'épais tapis. Au centre de la salle était aménagé un petit bassin dans lequel ruisselait une eau claire, parfumée au jasmin, à l'usage des clients désireux de se laver les mains ou le visage, et une multitude de lampes à huile, brûlant dans des globes de verre colorés, dispensaient une lumière douce et changeante. Dawan, positivement impressionné, s'assit derrière une table et composa mentalement son menu. Il allait commander un gigot d'agneau cuit, dans du miel et des herbes, puis une carpe farcie aux figues. Quelques nombrils de courtisanes à la pâte d'amande et au pavot compléteraient idéalement ce souper, arrosé d'un vin frais et léger. Un serveur au torse nu, en long pantalon blanc bouffant et coiffé d'une calotte rouge, vint s'enquérir de ses désirs. Dawan les lui communiqua et dut lui glisser une pièce d'or en paiement du repas et de la chambre. Les gredins désireux de faire bombance sans bourse déliée étant, au dire du serveur, prêts à toutes les manigances pour parvenir à leur fin. L'odeur des lampes brûle-parfum monta rapidement à la tête de Dawan, et il se cala plus confortablement contre les coussins en attendant qu'on le serve. Il remarqua alors une jeune femme qui venait de s'asseoir à la table voisine. Il la salua avec courtoisie, et la prestance de la nouvelle venue ne manqua pas de l'impressionner. Elle était vêtue d'une robe, d'une veste d'un bleu azur, et ses longs cheveux noirs encadraient un minois charmant. Le serveur apporta une bouteille de perlé, et Dawan lui demanda qu'il porte un verre à sa voisine. « Permettez, madame, que je porte un toast à notre rencontre » dit-il en joignant le geste à la parole. La jeune femme esquissa un sourire amusé et leva à son tour son verre. « Vous êtes galant » fit-elle remarquer, « mais sachez que mon compagnon ne va pas tarder à me rejoindre. » « Et alors ? Pour l'instant, son siège est vide, et je ne souhaite qu'entretenir une agréable conversation. Il serait malséant de laisser l'ennui vous gagner, ne serait-ce qu'un instant. »« C'est bien charitable à vous. » C'est en effet là la deuxième facette de ma personne, après la galanterie. À ce sujet, connaissez-vous l'anecdote concernant le Koufat chilin ? Non ? Permettez que je vous la raconte. À une époque reculée, il fit construire l'arsenal, dans l'enceinte même de Sarkadam, ainsi que le chenal le reliant à la baie des Tortues. Comme vous avez sans doute pu le remarquer, ce canal n'est pas rectiligne. Effectivement,
Ils forment un U dont le ventre est occupé par une presqu'île couverte d'un magnifique jardin, admit la jeune femme. Ah, et pourquoi donc, me direz-vous? Pour l'amour de l'une de ses favorites, qui venait régulièrement se promener dans ce lieu? Le Coulfat a de bonne grâce modifié le tracé de l'ouvrage, en faisant fi des manœuvres supplémentaires qu'il imposait ainsi au capitaine de ses navires. Ce Coulfat était certes d'une galanterie extrême, admit la jeune femme, mais je crains qu'il n'ait été une exception. Certes, ce trait de caractère semble plus répandu chez les gens du commun, ou disons d'une simple extraction noble, comme moi-même, que chez les puissants Coulfats. Par contre, ils ont tous eu en commun un certain goût de l'extravagance et de la démesure. On peut tirer d'intéressantes morales de leurs frasques. Les papiers d'or en sont un bon exemple, confirma la jeune femme, en plissant joliment son petit nez. Prenez Yonimum, poursuivit Dawan. Il était passionné par les animaux, et il fit construire un zoo qui contint plus de 5000 pensionnaires bruyants. Yonimum passait de longues heures devant les cages et les fosses des créatures, en étudiant avec une louable curiosité les mœurs sociales et les occupations sexuelles. Mais un matin, son médecin découvrit le Coulfat congestionné et suffocant, en proie à une violente crise d'éternuement. Il diagnostiqua une allergie aiguë aux poils, plumes, duvet, crins et autres attributs corporels. Le Coulfat, devant tant d'ingratitude, ordonna de sacrifier tous ses protégés et d'en distribuer la viande. Accessoirement, tous les habitants du palais, du plus petit marmiton au plus haut dignitaire, durent journellement s'épiler sous peine d'une punition exemplaire. Une histoire divertissante, j'en conviens, mais dont la morale m'échappe, conclut la jeune femme avec une petite moue désabusée. Je puis vous livrer une morale générale de la longue histoire des Coulfats, proposa Dawan en approchant discrètement sa chaise de celle de sa voisine. La volonté du plus fort peut toujours être contrecarrée. 3 éléments majeurs peuvent aussi lui tenir tête. Le destin, un caprice de la nature ou une femme. Êtes-vous un érudit? J'ai effectivement fréquenté le collégium des Monts Gris durant plusieurs années, admit modestement Dawan, en s'asseyant franchement en face de la dame. Maintenant, pour illustrer mon propos, le Coulfat Askimum, veuillez m'excuser, je vous prie. Il leva les yeux vers 2 quidams à l'aspect louche, mâchoire carrée et front bas, qui lorgnaient dans sa direction depuis un certain temps. Les 2 hommes s'approchèrent, et Dawan se renfrogna. Il n'allait pas laisser gâcher son repas par la présence d'indésirables à sa table. Les 2 hommes s'assirent à ses côtés, sans plus de cérémonie. « Messieurs, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, » dit Dawan d'un ton sec, « et je souhaiterais souper tranquillement avec cette jeune personne. Auriez-vous l'extrême obligeance d'occuper une autre table ?»« Pour notre part, nous te connaissons parfaitement, Dawan, » dit la plus imposante des 2 brutes, « et nous te cherchons depuis plusieurs jours. Gruben aux longs doigts désire s'entretenir avec toi d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. »« Quel ennui !» s'exclama Dawan. « J'allais justement prendre une solide collation. Mais enfin, Gruben n'attend pas. Je vais donc aller le trouver de ce pas. Il n'est pas nécessaire de m'accompagner. Dégustez donc plutôt le festin que j'ai commandé. » Dawan s'était levé précipitamment, mais un des hommes l'attrapa par le col et le força à s'asseoir à la table voisine. « Tu ne vas nulle part. »« Comment a-t-il ?»« Gruben a été prévenu. Il va se déplacer pour toi. Il ne devrait pas tarder. D'ailleurs, le voici. » Dawan jeta un coup d'œil angoissé vers la porte, où un homme fluet, aux allures de dandy, venait de faire son apparition. Le grand gaillard au visage couturé et à l'aspect peu avenant qui l'accompagnait indiqua d'un geste la table où s'était assis Dawan, et le petit homme s'avança, un sourire de contentement sur les lèvres. C'était Gruben, aux longs doigts, employeur potentiel de Dawan et représentant confidentiel de la guilde des voleurs. Son aspect soigné et maniéré était contredit par les méthodes brutales qu'on lui prêtait, et Dawan déglutit avec difficulté lorsqu'il prit place en face de lui, ses boucles d'oreilles cliquetant de manière sinistre. « Ce brave Dawan, mon principal débiteur que je désespérais de croiser un jour. Ton ami Susque,
qui pourtant est peu prolixe, m'a parlé du fiasco de votre dernière expédition et du triste sort de Drugash. Note que j'ai dû, au préalable, lui délier un peu la langue. Sais-tu que certains de tes collègues, peu scrupuleux, m'ont affirmé que tu n'avais pas l'intention de rendre l'argent que tu me dois? C'est tout à fait inexact, se défendit Dawan. C'est même là une de mes préoccupations majeures. Un court délai m'est encore nécessaire, j'en conviens, mais je désire vous informer de la présence d'une brebis galeuse dans notre cercle. Un triste individu du nom de Maliko qui m'a ignominieusement... Stop! Si brebis galeuse il y a, elle est présentement en train de bêler en face de moi. Connais-tu le montant de tes dettes? Il est temps de mettre tes comptes à jour. Sincèrement, s'excusa Dawan, je m'estime irréprochable. Est-ce ma faute si vous ne m'avez proposé aucun contrat depuis mon arrivée à Sarkadam? J'ai dû faire des pieds et des mains, engager mes fonds propres pour acquérir de quoi monter cette petite expédition avec Drugash. Elle n'a cependant pas été inutile. J'en rapporte des informations de première main pour qui voudrait tenter sa chance dans les catacombes de la cité enfouie. Allons donc, tes fonds propres. Pour part mon argent, pour part celui de Drugash. Et si nous ne t'avons proposé aucun contrat, c'est parce que les spécialités dont tu t'es réclamé sont pour le moins pointues et peu susceptibles de donner lieu à une quelconque demande de la part de la clientèle commune. Enlèvement de jeunes filles et rançonnage, expertise et revente de périaptes précieux, recel et test d'objets magiques, j'en passe et des plus saugrenus. J'admets que ma formation est quelque peu originale. Je suis donc prêt à accepter dès maintenant tous les contrats dans des domaines plus vils, coupe-bourse, vol à la tire, règlement de compte, voire même, en désespoir de cause, garde du corps. Les trois brutes lui jetèrent un regard noir, et Gruben agita négativement le long index qui lui avait valu son surnom. Trop tard pour les concessions. Paye, ou alors je te promets de te le faire regretter amèrement. Il a donné une pièce d'or au serveur, fit remarquer l'un des gaillards. Mais ta vie qu'en le secouant un peu. Soit, l'interrompit Dawan. J'ai effectivement mis la main sur une statuette précieuse dans une crypte enfouie sous les sables du désert. Un marchand m'en a donné 10 pièces d'or, ainsi qu'un magnifique œil de roche violet. Je suis prêt à vous le céder en paiement de toutes mes dettes. Il fouilla dans sa bourse et en tira le cristal coloré qu'il déposa délicatement sur la table. Nous sommes quittes, et je vais maintenant prendre congé. On le força à reprendre sa place, et Gruben, après quelques instants de méditation pensive, écrasa le pommeau de sa dague sur la bille de verre qu'il réduisit en miettes. D'un geste, il écarta les débris et pointa sa lame sous le cou de Dawan. « C'était ton dernier tour. Fouillez-le !» Malgré ses protestations, il fut délesté de son sac et de son escarcelle, et leur contenu, rapidement inventorié, changea de main. « Voyons, pince, noix, sarcadoum, je te les laisse. Et cela? La liste de tes conquêtes, victimes elles aussi de ton baratin de bonimenteur, sans intérêt? Je serai magnanime. Je ne prendrai que cette splendide lame et ces pièces d'or. À vue d'œil, cela doit représenter la moitié de tes créances, emprunts ou détournements. Je t'autorise à régler le solde plus tard. » « Vous ne pouvez prendre cet or !» protesta Dawan. « Une puissante congrégation religieuse me l'a confié, et il serait très mécontent d'apprendre que l'on me l'a volé. » Il faillit ajouter que la reconnaissance de dette qu'il avait signée au prêtre impliquait la guilde, puisque celle-ci se portait garante de ses membres, mais choisit finalement de n'en rien dire. Cela risquait fort d'irriter ses interlocuteurs. Gruben lissa sa fine moustache et dit d'un air narquois: « Ils ne doivent pas être bien terribles pour t'avoir confié cette petite fortune. Tu te tireras facilement de ce mauvais pas, je te fais confiance. Bien, nous allons maintenant te laisser souper tranquillement. Et pour ta gouverne, sache que Maliko, dans la langue des gens du désert, c'est le nom de la petite belette des sables, réputée pour sa ruse et sa capacité à saigner à la gorge ses proies. Il n'y a aucun individu du nom de Maliko dans la guilde.
À bientôt, mon cher Dawan. » Il se leva, accompagné de ses sbires, laissant un Dawan abattu et chagrin. Plusieurs clients l'observaient avec un mépris non dissimulé, et la jeune personne avec qui il avait commencé son repas avait bien entendu disparu. Le serveur, qui avait soucieusement observé la scène, lui porta le premier plat, les lèvres pincées par la contrariété, mais s'abstint de toute remarque. Dawan grignota tristement son repas, mais vida la bouteille de vin jusqu'à la dernière goutte. En fin de compte, il apparaissait clairement qu'il lui faudrait obéir aux ordres qu'on lui avait donnés. Il étudia à nouveau la liste remise par le prêtre. Vraisemblablement, et pour autant que ses connaissances cartographiques lui permettent d'en juger, le démon l'ayant composé avait ordonné les noms des victimes avec une certaine logique géographique. La première étape serait Skirm, où l'angélique Ishrimelt perdrait sa chevelure. Après avoir demandé qu'on le réveille à l'aube, il monta à l'étage d'un pas traînant et se laissa choir sur sa couche. Le luxe de sa chambre le laissa indifférent et, grisé par l'alcool et la fatigue, il s'endormit immédiatement. L'étoile d'azur. Son sommeil fut agité. Aussi se réveilla-t-il d'humeur très morne le lendemain. Il quitta l'auberge et descendit vers la mer tout en songeant à sa triste situation. Il était impossible de trouver un antipoison sans espèces sonnantes et trébuchantes. De plus, la guilde l'avait à l'œil, et il était certain que des hommes à la solde du temple des 100 félicités allaient surveiller ses allées et venues. En fin de compte, il était clair que Dawan devait s'éloigner, et aller à Skirm semblait une solution offrant des perspectives diverses. Il s'engagea dans la rue des Ciriers. En raison de l'heure matinale, les marchands étaient plutôt discrets, leurs cris ne couvrant pas les appels aux prières en provenance de l'avenue des dieux. Une forte odeur de vase et de poissons séchés annonça bientôt la proximité des quais, et Dawan déboucha face à la mer. L'anse naturelle qu'était le golfe des Tortues avait été prolongée en un large chenal bordé de part et d'autre de tours trapues et menant jusqu'au débarcadère et au ponton. Au crépuscule, une gigantesque chaîne, reposant pendant la journée au fond du bras d'eau, était remontée de manière à interdire l'entrée du port à tout navire indésirable. De même, la porte du petit canal menant jusqu'à l'arsenal était encore fermée, preuve que la garde de nuit n'avait pas été relevée. Plus d'une trentaine de navires de taille conséquente se trouvaient à l'ancre dans les eaux du port. Petites frégates, felouques étroites, galions imposants, 3 mâts élancés, les drapeaux et les oriflammes claquant au vent matinal rassérénèrent Dawan, qui avisa un pêcheur s'activant sur le quai. L'homme, un grand gaillard au torse nu, à la peau d'un brun sombre et aux muscles saillants, paraissait d'humeur joviale, car il sifflotait avec entrain tout en empilant des paniers emplis de coquillages. « Hola! Pourriez-vous me renseigner? Je suis à la recherche d'un navire faisant escale à Skirm et appareillant aussitôt que possible. » Le pêcheur leva la tête et cracha un long jet de salive brunâtre sur les dalles avant de répondre. « La chance est avec toi, l'homme. L'étoile d'azur appareille aujourd'hui même, ainsi que l'hippocampe de Skirm. Tous deux se rendent à Skirm. Encore que l'hippocampe fasse tout d'abord escale à Taurus. » Lequel des deux est le plus rapide? La célérité est indispensable pour les affaires que je dois régler là-bas. L'étoile d'azur, pour sûr. Cependant, le prix de la traversée est exorbitant en raison de sa brièveté. Voilà qui est contrariant et tout à fait paradoxal. Le capitaine ne s'est-il jamais avisé que la rapidité de son bateau lui permettait d'effectuer plus de voyages et diminuer les dépenses à engager pour le bien-être des passagers? Ceci plaide en faveur de tarifs moindres. Le pêcheur haussa les épaules. « J'ai bien peur que le capitaine Chemri fasse fi des considérations n'allant pas dans le sens de son enrichissement personnel. » Cette constatation faite,
Il se remit à l'ouvrage. « Je vous remercie, » dit Dawan. « Je vais de ce pas m'entretenir avec lui. Mais dites-moi, la pêche a été bonne, à ce qu'il me semble ?» « Excellente !» confirma le pêcheur, le visage hilar. « J'ai appâté près des récifs tantôt. Une nouvelle technique de mon invention. Je fais faisander des panses de militants pendant quelques jours au soleil. Je les découpe ensuite en menus morceaux, les sphinx, les clovis et les palourdes en raffoles. Il n'y a plus qu'à les récolter. » « Diablement efficace, » admit Dawan. « Mais la chair délicate des sphinx ne s'en trouve-t-elle pas gâtée? Certains de mes amis grossistes en coques et poissons seraient certainement suspicieux. » « Comment ? Mais non, en aucune manière. Tiens, goûte ceci. » Et vexé, il ouvrit du tranchant de son couteau la coquille torturée d'un sphinx de belle taille avant de la tendre à Dawan. Celui-ci goba l'animal avec une moue dubitative et le pêcheur lui en tendit un deuxième. « Je crois discerner un arrière-goût de fiel. » L'homme fronça les sourcils et avala lui-même un sphinx, après en avoir ouvert un autre pour Dawan. « Non, finalement, mes papilles m'auront joué un tour. Ces sphinx sont excellents. Je ne manquerai pas avant mon départ d'en informer mes collègues sur la place du Grand Bazar. »« Mon nom est Skeyer, » dit le pêcheur, avec une satisfaction visible. Il tendit une poignée de coquillages à Dawan, qui le remercia avant de s'éloigner en direction des navires à quai. L'Étoile d'Azur était un 3-mâts à l'allure étrange. Sa coque était très étroite, étonnamment haute sur l'eau, et son beaupré semblait particulièrement élancé. Sur la proue s'étalait une gigantesque étoile de mer bleue à 5 bras qui paraissait sur le point de se hisser sur le pont, tant sa réalisation était parfaite. Le mât de chargement était pour l'heure invisible, incliné vers tribord, mais sur les 3 autres mâts étaient fixées de nombreuses cloches de verre, renfermant chacune des pièces métalliques à la fonction indéfinissable. Dawan demeura perplexe devant l'étrangeté de ces installations. S'agissait-il de réservoirs d'eau potable, de récipients destinés à sécher le poisson, d'un dispositif magnificateur pour suivre la course des étoiles? En fin de compte, peu lui importait. Il jeta dans l'eau vaseuse du port la dernière coque de sphinx et s'engagea sur la passerelle menant sur le pont. Il interpella un jeune matelot occupé à plier une voile. « Je désire parler au capitaine Chemri pour une affaire très importante. Pourrais-tu me guider jusqu'à sa cabine ?» Le mousse lui jeta un regard maussade et termina sa tâche avant de daigner s'occuper de lui. « Attendez ici !» dit-il sans enthousiasme. « Je vais chercher le capitaine !» Après quelques instants, un homme ventru, à l'air affable, fit son apparition sur le pont. « Je suis le capitaine de l'Étoile d'Azur, » annonça-t-il sans embâge. « En quoi puis-je vous être utile ?»« Mon nom est Dawan. Je suis originaire de la cité de Skirm et actuellement en voyage d'affaires à Sarkadam. Mes frères et moi-même faisons commerce de parchemins et de reliques diverses. Un créneau très lucratif, mais ma famille, hélas, n'en profitera plus. Je viens d'apprendre que mes frères, qui étaient en route pour me rejoindre, ont été victimes de la cruauté de la mer. Leur navire a subi les assauts d'une tempête et a coulé corps et biens au large de Taurus. Je dois maintenant retourner au plus vite à Skirm afin de régler les détails de mon héritage. C'est pourquoi je fais appel à vos services. Une fois sur place, je ne manquerai pas de vous rétribuer grassement. J'ai acquis pour plus de 20 000 pièces d'or d'artefacts d'une grande rareté, et ils sont déjà en route vers Skim par voie de terre pour plus de sécurité. J'attendais l'arrivée de mes frères, ce qui explique que je sois très momentanément dans le besoin, mais le capitaine l'interrompit d'un geste. « Je compatis à votre douleur, croyez-le bien. L'intérêt des subrécargues n'est plus à démontrer, et la disparition de vos frères en est hélas une preuve supplémentaire. Le calme plat qui règne depuis plusieurs semaines sur l'océan en vue des côtes de Taurus rend cette stratégie encore plus pénible et incompréhensible. Je suis cependant au regret de vous informer que toutes les cabines de l'Étoile d'Azur sont attribuées. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... » « Comprenez mon désarroi !» insista Dawan.
Ce retour dans ma ville natale est pour moi d'une importance capitale. En mon absence, mon commerce pourrait péricliter. » Le capitaine regarda songeusement Dawan. « J'ai bien une place vacante dans le nid de pie. Mon précédent employé était quelque peu maladroit et s'est noyé après une chute malencontreuse. » « Je suis tout désigné pour ce poste. Je ne connais pas le vertige et rien n'échappe à mon attention. » »« Bien. Tu seras nourri et tu recevras en plus une pièce de cuivre par jour. Nous levons l'ancre à la mi-journée et nous atteindrons Skirm dans 4 jours. » Dawan ne put réprimer un sifflement de dépit que Shemri interpréta mal. « Certes, Admit-il, une pointe de fierté dans la voix. l'Étoile d'Azur est un navire exceptionnel qui file sur les flots avec une vitesse inégalable. Comme tu l'as sans doute remarqué, nous ne nous embarrassons pas d'armement lourd ni de canons. L'Étoile est allégée au maximum, et nous ne comptons que sur sa vitesse pour éviter les importuns. Ces cloches que tu aperçois renferment un mécanisme d'ailette métallique, fixé à des axes qui mettent en mouvement une hélice grâce à un ingénieux principe de transmission. » « Je suis médusé !» s'étonna Dawan, désireux de gagner la sympathie du capitaine par une enthousiaste curiosité. « Mais comment diable ces ailes tournent-elles, puisque la paroi de verre les protège du vent ?» Tu touches là le principal problème de cet appareillage. Vois-tu, il a été mis en place par un magicien qui a refusé de m'en livrer le secret. La lumière du soleil est nécessaire à son fonctionnement, mais je n'en sais pas plus. Tu remarqueras que les ailettes ont une face peinte en noir et l'autre en blanc, mais ceci n'a peut-être qu'une finalité esthétique. Quoi qu'il en soit, le système fonctionne à merveille, et secondé par 1 ou 2 autres trouvailles que tu découvriras une fois en mer, il nous assure une célérité qui laisse pantois les pirates et autres malfaisants. Bien, tu peux vaquer à tes occupations. Tu ne prendras ton poste qu'une fois en mer. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve ma cabine ? Je désirerais prendre quelques repos pour être frais quand je serai dans le nid de pie. Shemri fronça les sourcils. « Une cabine ? Nous verrons cela plus tard. Je te dénicherai un coin tellement douillet que tu ne désireras plus le quitter. En attendant, les préparatifs m'appellent. » Dawan resta confondu devant tant de sollicitude. Le capitaine faisait preuve d'une courtoisie exquise, surprenante au vu de leur situation hiérarchique respective. Sans doute l'homme, perspicace, avait-il perçu ses multiples qualités. À la réflexion, la chose était peu probable. On lui réservait plus certainement un coin de la cambuse derrière le bac d'eau sale. Mais cela n'avait en fin de compte que peu d'importance. On voyageait aussi vite à fond de la cale que dans une cabine luxueuse, et là était l'essentiel. Il s'assit près du gaillard avant et observa le pont du navire. Dawan avait peu voyagé par mer, mais d'autres particularités de l'Étoile d'Azur sautaient aux yeux les moins initiés, comme ses voiles étrangement roulées au pied du grand mât, ses haubans supplémentaires, sans utilité évidente, et la taille ridiculement petite des mâts de misaine et d'artimon, alors que le grand mât était décoré d'un fatras de poulies et de cordes invraisemblables. Dawan hocha la tête. Pour sûr, un marin devant parvenir au nid de pie risquait fort de s'empêtrer dans ce fouillis de câbles et de se fracasser sur le pont. La mer devait être particulièrement démontée lorsque son prédécesseur à ce poste s'était noyé, car il paraissait difficile de tomber du mât, planté au centre du pont, directement dans la mer. Dawan dirait 2 mots au capitaine afin que l'accès du poste d'observation soit facilité. Pour l'instant, il allait somnoler quelques instants en attendant le repas. Les appels des matelots le tirèrent de son sommeil. L'Étoile d'Azur avait levé l'ancre et s'était engagée à allure réduite dans le chenal menant jusqu'à la haute mer. Sur le gaillard arrière, une vingtaine de personnes jouissaient du spectacle du port s'éloignant dans son écrin de rocher, assises sur de confortables fauteuils, tandis qu'un serveur en livrée bleue circulait entre elles, leur proposant rafraîchissements et biscuits. Dawan monta négligemment sur le gaillard et observa les voyageurs. 2 jeunes filles retinrent particulièrement son attention.
Elles auraient pu passer pour des sœurs jumelles, et seule la couleur de leur robe, safran pour l'une et rouge pour l'autre, permettait de les distinguer au premier coup d'œil. Leur visage était parfait, de grands yeux verts, un petit nez mutin et un sourire espiègle au coin des lèvres. Leurs cheveux blonds étaient en partie dissimulés par les bérets noirs qu'elles portaient, et qui étaient ornés de broches dorées. Ce détail était de nature à impressionner encore davantage Dawan, qui s'apprêta à aller engager la conversation avec les deux sœurs. Mais à cet instant, le capitaine Chemri fit son apparition. « Dawan, ne reste pas là à rêvasser. Tu dois maintenant t'acquitter de ta tâche. J'espère que tu n'as importuné aucun de nos hôtes. » « Je suis discret comme une fouine, et je vous rappelle que ma place serait logiquement au milieu de ces personnes visiblement raffinées, » dit mélancoliquement Dawan. « Mais dites-moi, qui sont donc ces passagers ? » « Tous sont de nobles voyageurs. Tu semblais disposé à engager la conversation avec ces charmantes demoiselles. Je n'en ferai rien à ta place. Elles sont attachées au harem du Kulfat et se rendent à Skirm afin de choisir des huiles parfumées pour l'usage des concubines et d'acheter divers remèdes contre certaines maladies. Ces deux gentilshommes accoudés au bastingage sont les eunuques veillant sur leur chasteté, et ils manient le cimeterre avec maestria. « Je vous remercie pour ces informations, » dit sobrement Dawan. « Mais mon intérêt était purement théorique. Je me soucie en premier lieu de mon devoir à bord de l'Étoile d'Azur. » « Fort bien. Voilà qui est parlé. Suis-moi. Je vais t'expliquer brièvement quelles sont tes fonctions. Rien de bien compliqué, comme tu vas t'en rendre compte par toi-même. Vois, la brise est bonne. Husker et Poltz ont cargué ta voile et sont prêts à te hisser. Ta nacelle est spacieuse, tu auras toutes tes aises pour travailler. »« Ma nacelle ? J'avais cru comprendre que ma place serait dans le nid de pie. »« Cette nacelle, c'est le nid de pie, cher Dawan. Sa voile nous entraîne et te place idéalement pour surveiller l'étendue des flots autour de nous. La toile monte bien au-delà des mâts et son maniement nécessite une grande habileté, mais le gain de vitesse est considérable. »« Il n'est pas question que je grimpe là-dedans, » se défendit Dawan. « Je n'ai aucune envie d'être suspendu en plein ciel, à la merci d'une saute de vent. » Le capitaine fronça les sourcils. « Allons, qu'est-ce que ce caprice ? Tu es sous mes ordres à bord de ce bateau, et si tu refuses de travailler, Husker se chargera de te faire prendre un bain. La terre est encore proche, tu regagneras le port à la nage. » Dawan soupira de dépit et monta dans le panier d'osier pompeusement appelé nacelle. « Là, voilà qui est mieux. Le temps est clair et tu pourras profiter pleinement de la vue splendide que l'on a là-haut. Je t'envie, Dawan, mais mon ventre imposant m'interdit depuis longtemps ce genre de fantaisie. Prends garde tout de même à ne pas te pencher trop brusquement d'un côté ou de l'autre. L'engin est stable, mais la voile, en se gonflant, le secoue quelquefois rudement. » Dawan s'assit et fit à contre-cœur signe à Husker et Poltz, qui s'empressèrent de hisser la voile. La machinerie complexe ornant le mât permettait de l'orienter et de la manœuvrer, mais cela n'allait pas sans choc. Et lorsque le vent s'engouffra dans la toile, Dawan faillit être culbuté sur le pont. La nacelle s'éleva rapidement sous le regard approbateur de Chemri. « Ouvre l'œil !» cria-t-il à l'adresse de Dawan. « Ta tâche est de tout repos, alors inspecte l'horizon avec zèle et sans te laisser distraire. Notre sécurité à tous dépend de toi. » Dawan ne daigna pas répondre, se contentant de se carrer plus profondément au fond de sa frêle corbeille. Contre toute attente, il souffrait déjà du vertige, alors que les cordages l'amarrant au pont du navire n'étaient qu'à demi déroulés. Husker et Poltz s'activèrent à tourner le treuil, et la voile atteignit bientôt son altitude maximum, balançant la petite nacelle à plus d'une centaine de pieds au-dessus des flots. Après un certain temps, le nouveau guetteur risqua un œil hors de son refuge avec une prudence exagérée. Dawan pesta lorsqu'un mouvement de la voile fit bondir son panier, mais osa tout de même effectuer un lent tour d'horizon. Le capitaine avait dit vrai sur ce point. La vue était surprenante. Au sud et à l'ouest,
Ciel et flots se mêlaient, noyant l'horizon dans une outre-mer uniforme. Vers le nord, les falaises brunes traçaient une ligne aiguë contre laquelle les vagues apportaient un contrepoint blanc. Les dômes des tours de Sarkadam étincelaient de 1000 lumières irisées, donnant un aspect féerique à la cité. Vers l'est, la roche basaltique du cap Cendré étirait sa pointe noire à plusieurs milles de la côte, doigt de terre pointant vers la haute mer. Le cap était couvert d'une végétation luxuriante qui tranchait avec l'ocre du continent et qui tirait une ligne supplémentaire dans l'horizontalité du paysage. Dawan s'assit dans sa corbeille, fort mécontent. Vraisemblablement, il allait devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur, jusqu'à l'arrivée de l'Étoile d'Azur dans les eaux du port de Skirm. Quoi qu'il en soit, il voyagerait gratuitement, même si les conditions de cette croisière n'étaient pas idéales, ce qui constituait tout de même la preuve de sa débrouillardise. Il fut tiré de ses réflexions par des secousses agitant rythmiquement le panier. Se levant à nouveau, Dawan inspecta la voile, mais des appels provenant du bateau attirèrent son attention. 2 hommes d'équipage tenaient le câble reliant le mât à la voile supplémentaire, tandis que le capitaine Chemri gesticulait à leur côté. « Dawan !» s'époumonna-t-il. « Ne t'endors pas. Je veux te voir dans une position plus vigilante. Reste debout et inspecte les flots avec application. Rappelle-toi des lourdes responsabilités qui t'incombent. » Dawan agita la main pour indiquer qu'il avait bien saisi le sens général de la requête. Puis, agrippé au rebord de la nacelle d'osier, adopta une attitude appropriée. Le capitaine l'observa quelques instants avant de s'éloigner du pied du mât, bientôt imité par les 2 hommes d'équipage. Dawan osa alors se laisser légèrement glisser dans son abri, de manière à s'assurer d'une plus grande stabilité. Puis, avec résignation, il entama sa surveillance. Le bateau filait réellement à une vitesse surprenante qui s'accrut encore lorsque l'étrange appareillage d'ailette magique fut mis en marche. Les tiges métalliques qui les supportaient une fois débloquées, les petites pales, se mirent à tourner à une vitesse folle, faisant gagner quelques nœuds à l'Étoile d'Azur. Et ceci à la grande satisfaction de Dawan. Celui-ci observa le pont, dans l'espoir d'apercevoir les charmantes demoiselles aux robes safran et rouge, mais sans succès. Il s'amusa alors à contempler l'escouade d'oiseaux de mer qui accompagnait le navire dans sa course, dans l'attente d'un improbable festin. Certains volatiles, plus effrontés que d'autres, s'étaient posés sur le gaillard arrière et sautillaient gauchement entre les tables à la recherche des reliefs de la collation qu'avaient prise les passagers. Husker finit par chasser les importuns, et Dawan fut à nouveau rongé par l'ennui. Il remplit sa tâche sans grande conviction durant toute la matinée, prenant toutefois garde à ne pas s'attirer les foudres du capitaine. Enfin, le soleil fut au zénith. Les matelots déroulèrent à l'arrière du navire une grande natte en osier, dont ils se servirent pour confectionner un toit au-dessus des tables, afin de protéger les passagers de la lumière trop vive. Les convives firent leur apparition sur le pont, et Dawan repéra immédiatement les jumelles qui avaient suscité son intérêt. Elles étaient flanquées de leurs 2 chaperons, qui semblaient fort embarrassés par les caprices de leurs protégés. Celles-ci avaient visiblement décidé de déjeuner seules et de mettre quelque distance entre elles et leurs gardiens. Elles prirent place autour d'une table à l'écart, et les chaperons s'assirent piteusement de l'autre côté du pont. Dawan observa avec intérêt les plats qui se succédèrent à une cadence soutenue. L'Étoile d'Azur était un navire où les passagers étaient traités avec déférence et beaucoup d'égards. Ceci dit, le prix de la croisière s'en trouvait sans aucun doute augmenté de façon conséquente. Dawan salivait à la vue des allées et venues du serveur avant de s'aviser que personne ne songeait à le faire descendre de son perchoir. « J'ai faim !» brailla-t-il. « Ramenez la nacelle sur le pont !»« Du calme, tu mangeras après les passagers. »
lui cria en retour le capitaine, qui surveillait la bonne marche de repas, depuis le pont central. Dawan poussa un grognement exaspéré. Ainsi, il n'aurait pas loisir d'aller converser avec les jeunes filles. Ces demoiselles aspiraient certainement à une compagnie plus raffinée que celle de Husker, qui venait de se planter devant leur table. Dawan, fort mécontent, observa la scène. Le marin sembla glisser quelques mots aux jeunes filles, puis s'éloigna sur le pont. Pendant ce temps, Polz s'était placé devant les eunuques, sans doute dans le but de gêner leur vue ou de détourner leur attention. Le procédé était grossier, et Dawan s'étonna du peu de jugeote des deux gardiens, qui entamèrent une discussion avec Polz. De son côté, Husker descendit vers les cabines, et les jumelles se levèrent et le suivirent. Polz quitta bientôt la compagnie des eunuques et s'éclipsa, suivant le même chemin. Dawan faillit s'étrangler d'indignation. Ces matelots étaient réellement d'une outrecuidance terrible, et ces demoiselles cruellement volages. Comment se faisait-il que le capitaine Chemri, qui paraissait tellement à cheval sur l'étiquette et le respect des règles à bord de son navire, ne surveille pas plus ses hommes? Dawan estima que Chemri ne pouvait pas même concevoir de telles turpitudes de la part de ses marins, qu'il devait croire aussi droit et strict qu'il l'était lui-même. Bien, il incombait alors à d'autres de faire régner l'ordre sur l'Étoile d'Azur. Les gardiens s'étaient enfin rendus compte de la disparition de leur protégé, et ils passaient entre les tables, interrogeant les autres passagers. Dawan les héla et parvint à capter leur attention. Il indiqua du doigt l'escalier et encouragea les eunuques lorsque ceux-ci se déplacèrent dans sa direction. Les deux hommes comprirent rapidement le sens des gesticulations du guetteur et s'engouffrèrent précipitamment dans la volée de marche menant aux cabines. Dawan émit un petit gloussement de satisfaction et oublia complètement la tâche qui lui était dévolue pour concentrer son attention sur le pont et la scène réjouissante qui, l'espérait-il, n'allait pas tarder à s'y dérouler. Il fut à moitié déçu, car les explications houleuses qu'il pressentait eurent lieu dans l'entrepont. Cependant, l'écho d'exclamations et de cris de douleur parvint jusqu'à sa nacelle. Le capitaine lui-même traversa en toute hâte le pont et s'apprêtait à aller s'enquérir de la raison de ce fracas quand les deux courtisanes apparurent sur le pont, suivies de près par leurs chaperons. Elles s'éloignèrent dignement, sans un regard pour Chemri, alors que les eunuques le prirent à partie. Dawan ne saisit pas les termes de l'altercation, mais il paraissait clair que son laxisme était reproché au capitaine de l'Étoile d'Azur. Celui-ci écouta quelques instants les remontrances qui lui étaient adressées avant de monter sur ses grands chevaux et de tancer ses interlocuteurs. La brise entraîna quelques termes comme « inadmissible » ou « mettre à bord » jusqu'aux oreilles de Dawan, lequel ne perdait pas une miette du spectacle. Finalement, les gardes battirent en retraite, penauds, et filèrent à la recherche des concubines qui étaient parties en direction de la proue. Chemri bomba le torse, ajusta sa casquette et alla s'excuser auprès des passagers qui se trouvaient encore sous la petite tonnelle dressée à la poupe. Polz et Husker profitèrent de son inattention pour se glisser sur le pont et disparaître en clopinant vers l'avant du navire. Cependant, Husker ne manqua pas de tendre un bras vengeur vers Dawan. D'une manière ou d'une autre, les eunuques avaient dû lâcher son nom dans la petite explication qu'ils avaient eue avec les deux marins. Voilà qui n'allait pas faciliter ses relations avec les membres de l'équipage. Lorsque le capitaine prit congé de ses passagers, Dawan s'adressa poliment à lui. « Mon capitaine, auriez-vous l'amabilité d'ordonner que l'on me fasse descendre? Je meurs de faim, et le soleil cogne durement. Il serait fâcheux pour notre sécurité que je m'évanouisse. » Chemri leva brusquement les yeux vers lui, comme s'il avait oublié sa présence au-dessus de l'Étoile d'Azur. Il lui adressa un petit signe de la main, indiquant qu'il avait saisi sa demande, et disparut dans l'entrepont. Dawan se frotta les mains. Il allait enfin regagner le plancher relativement stable du navire. Du diable, s'il ne parvenait pas une fois en bas à fausser compagnie à son subordonné. La cale serait assez confortable pour ce court périple,
et peut-être pourrait-il forcer la porte de la cabine de l'une de ces charmantes personnes qui ne manquaient pas, selon toute vraisemblance, de compassion envers autrui. Mais son enthousiasme s'effrita lentement comme le temps passait et que nul ne faisait mine de redescendre la nacelle. Finalement, Husker sortit de la cambuse, portant un panier d'osier, et se dirigea vers le grand mât. Il fixa son fardeau à un filin et commença à activer un petit treuil fixé sous le mécanisme principal. Dawan comprit alors, avec dépit, à quel usage était destinée la corde doublée qui jouait librement dans une poulie fixée contre le nid de pie. Il ne s'agissait en aucun cas d'un dispositif de sécurité, mais bel et bien d'un mécanisme permettant de hisser son repas à la vigie. Ainsi, le veilleur pouvait se sustenter en plein ciel, sans qu'il soit nécessaire de manœuvrer la nacelle pour lui faire regagner le pont. Un grand abattement gagna Dawan, qui hissa sans enthousiasme le panier de victuailles à bord de son perchoir. Il s'avéra que Husker avait mis la main à la pâte pour la confection du repas. Le panier contenait un pain couvert de moisissures, une panne de lard de sarkadoum qui était rance, quelques pommes pourries et une gourde emplie d'une eau dont la désagréable odeur d'ammoniac était certainement due à une gentillesse personnelle du marin. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Dawan entreprit de gratter à l'aide de sa dague la pellicule verdâtre enrobant la miche de pain, puis s'attaqua à la mie. Il goûta le lard et, après un premier haut-le-cœur, en mâchonna quelques tranches. Il se jura de ne pas boire une goutte de l'eau corrompue et faillit même vider le contenu de la gourde pour s'assurer que la soif ne le pousserait pas à se parjurer. Ce repas frugal terminé, il fit un tour d'horizon rapide. L'océan était vide, et il était donc momentanément en droit de prendre quelque repos. S'asseyant au fond de la nacelle, il se laissa aller à un léger somme. Chemri l'avait décidément à l'œil. Ses appels tirèrent Dawan de son sommeil. Celui-ci se pencha au-dessus du pont et poussa un cri déchirant. « Un malaise! Je n'ai pas d'eau !» Et pour appuyer ses dires, il jeta la gourde en direction du capitaine, qui ne dut son salut qu'à un bond de côté. Cependant, sous le choc, la gourde éclata et aspergea la vareuse de Chemri. Celui-ci ramassa l'outre de peau et, sans autre commentaire, alla vers la cambuse. Avait-il senti la désagréable odeur émanant du liquide, ou allait-il donner l'ordre que Dawan soit halé sur le pont et puni pour cet acte qui frisait l'insubordination? Finalement, un matelot fit son apparition, tenant en main une nouvelle outre qu'il fit parvenir à Dawan. Celui-ci en renifla suspicieusement le contenu avant de s'accorder plusieurs gorgées du liquide. Bien, sa faim et sa soif étaient plus ou moins calmées, et il lui fallait maintenant patienter jusqu'à la nuit. La journée passa avec une lenteur désespérante. Le veilleur, le plus zélé, n'aurait pas supporté bien longtemps la monotonie de sa tâche et le miroitement des flots, et Dawan n'était pas, à proprement parler, fortement captivé par son emploi. Sa peau commençait à rougir sous les effets conjugués des rayons du soleil et de leur réverbération sur l'océan. Aussi se frotta-t-il longuement l'épiderme avec la panne de lard. L'odeur en était écœurante, mais la graisse de sarkadoum le préserverait de brûlures trop sévères. Il s'appliqua particulièrement à oindre son visage, peu désireux de voir son nez, par ailleurs fort avantageux, prendre l'aspect d'une pomme de terre ayant cuit trop longuement dans la braise. Plus tard, au courant de l'après-midi, il eut une grande satisfaction morale. Il contemplait les concubines, qui buvaient quelques boissons rafraîchissantes sur le gaillard arrière, lorsqu'il aperçut Husker qui passait sur le pont, trop accaparé par les seaux de détritus qu'il transportait pour prendre garde à l'œil vigilant qui le surveillait depuis le nid de pie. Dawan saisit la plus grosse des pommes, visa soigneusement, et la lança en direction de son ennemi. Le fruit atteignit Husker sur le sommet du crâne, et sous les effets conjugués de la surprise et de la douleur,
le marin échappa ses 2 seaux dont le contenu s'éparpilla sur le pont. Par un caprice du destin, le capitaine passait par là, et le cri lâché par l'infortuné Husker attira son attention. Constatant sa maladresse, il le houspilla d'importance. L'ensemble de la scène n'avait pas échappé aux 2 jeunes filles, mais elles ne firent pas mine d'aller expliquer la situation à Shemri. Dawan leur adressa un joyeux salut complice, et il lui sembla qu'elle répondait par un geste discret, mais peut-être ne faisait-elle que remettre en place leur chevelure malmenée par les embruns. Vers la fin de l'après-midi, à l'heure où la lumière du soleil commence à se teinter d'or, les passagers prirent une légère collation sur le gaillard arrière. 3 d'entre eux, habillés des couleurs fauves des coureurs de steppe, ouvrirent une toile circulaire sur le pont. Le tissu était peint de cercles concentriques divisés en rayons, formant un superbe camailleux de bleu. Les hommes tirèrent alors d'une petite sacoche un assortiment de pièces de verre colorées, aux formes géométriques, et entamèrent une partie endiablée. Dawan les observa, fasciné par la mosaïque de couleurs et les reflets que le soleil faisait naître sur le tapis. Le principe du jeu semblait fort complexe. Les 3 protagonistes déplaçaient à tour de rôle leurs pièces vers le centre, et à chaque zone atteinte semblait correspondre un point de règle bien précis. Dawan crut comprendre que les régions outre-mer permettaient d'ajouter des pièces au jeu, les parties turquoises de retirer une pièce à un adversaire, les zones azur de reculer un pion ennemi, et ainsi de suite. Cependant, la finalité du jeu restait obscure. 2 matelots se joignirent bientôt à la partie, ce qui donna rapidement lieu à des concerts de protestation, les 2 groupes de joueurs n'ayant visiblement pas adopté les mêmes règles. Shemri vint mettre bon ordre à la dispute en renvoyant les marins à leur travail. Les 3 coureurs des steppes, visiblement lassés, rangèrent tapis de jeu et pièces de verre, et Dawan soupira à nouveau d'ennui. À l'approche de la nuit, le vent faiblit sensiblement, et Dawan s'aperçut avec angoisse que la marche de l'Étoile d'Azur n'était plus aussi rapide qu'auparavant. Si l'allure restait aussi modeste, il n'atteindrait pas la cité de Skirm. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.